Deux questions devant et puis après j'irai au fond. Juste rapidement, pour répondre au monsieur, donc sur la question des contrôles, est-ce que ces contrôles sur les sols pour une agriculture conventionnelle et pour les sols sur une agriculture biologique sont-ils identiques? Non, c'est à ma connaissance. Hein. Pour le bio, oui, bien sûr, il est nécessaire de contrôler l'état donc pédologique finalement du sol, ce qui n'est pas le cas pour l'agriculture conventionnelle. Je crois, je pense, au contrôle de Michel. Mais non, là c'est un peu tard d'abord. Mais c'est-à-dire, vous voudriez retirer le contrôle pour l'agriculture biologique? Non. Non. Bien sûr, oui, mais comme il n'y a pas d'exigence, je suis d'accord avec vous. Mais d'ailleurs, s'il y a un vrai travail, mais ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la dimension d'objectif de moyens ou l'objectif de résultat. Ce qui distingue bien, Michel a rappelé, nos deux cultures très fortes au niveau européen. Et que, si vous voulez, nous on est plutôt des latins, on va dire ça comme ça, on est plutôt cette culture du processus, on tend vers. Et là, c'est là où toute la dimension sociale et sociétale prend sens. Quoi. Alors que d'autres approches sont plutôt hors du résultat pour nous salut. Et si vous voulez, c'est vraiment deux approches philosophiques et culturelles totalement différentes. Et sur le conventionnel, on a aujourd'hui des expériences très intéressantes, vous le savez, sur la reconquête des sols, sur les couverts végétaux, sur l'arboriculture, etc. Donc il y a des choses très importantes qui sont en train de se passer. C'est pas nouveau, mais parce que là, on commence à avoir des vrais résultats en termes d'évaluation concrète, c'est la partie agronomique, finalement, donc voilà, qui font progresser aussi le rapport à la conscience, j'ai envie de dire, donc générale. Mais c'est là, ça je vous l'accorde. Oui, Hervé Usil, donc je suis maire de Lagorce, qui est une petite commune au sud d'Aubenas. On parle du bio dans l'assiette. Alors, bio dans l'assiette, il faut qu'il y ait des producteurs, on en est convaincu, il faut qu'il y ait des consommateurs, et entre les deux, il faut qu'il y ait des metteurs en marché. Alors, pour une consommation familiale, c'est relativement simple, parce qu'on va sur le marché, on connaît les producteurs, on va chez les producteurs. Quand on est en collectivité, c'est un peu plus complexe, parce qu'on a la procédure des appels d'offres, et qu'on se retrouve, nous, donc nous, on a une cantine, on est à peu près à 70% de bio. Après, c'est difficile, parce qu'on ne trouve pas tout. Ou alors on trouve qu'un fournisseur a un coût qui ne nous permet pas de tenir un prix. Nous, on a un prix à 2,90 € à la cantine. Vous voyez, donc on est faible. On a du bio, on a du bon, parce qu'on a un vrai chef en plus. Donc on a 104 enfants scolarisés, on a 90 gamins qui mangent tous les jours à la cantine. Mais on a des difficultés pour s'approvisionner. Alors on peut peut-être se réunir entre communes pour faire des centrales d'achat, mais on ne veut pas tomber dans le bio industriel. Mais comment on pourrait aider à s'organiser? Parce que quand vous avez au niveau de l'agriculture traditionnelle des metteurs en marché, il suffit qu'ils aillent un petit peu faire du bruit, et là on trouve des solutions. Là c'est plus complexe. On voudrait essayer, nous quand on a... Alors on essaye de saucissonner nos appels d'offres pour faciliter et favoriser les producteurs locaux, mais il y a des... Donc du coup on en a qui sont infructueux, et il y en a où il y en a qu'un qui propose, quoi. Et c'est vrai que du coup, eh bien, voilà, on se retrouve avec des prix qui sont assez élevés, et puis des fois, on n'a pas. On n'a pas en face de nous le producteur, alors qu'il y a des producteurs sur le territoire. Alors il y a des expériences, il y a la Chambre qui a... Oui, mais ça commence... Ils n'ont pas répondu, nous, par exemple. Bon, alors nous, on a la chance sur la commune, on a quelqu'un qui vient d'arriver, donc j'espère qu'en viande, on va y arriver. Mais voilà, on aimerait que ça soit... Alors je ne sais pas si entre le producteur et le consommateur, l'Europe peut arriver à aider comme ça des metteurs en marché finalement locaux pour qu'on ait une offre beaucoup plus large et locale de préférence. J'ai une petite question. Est-ce que vous sauriez nous dire, par rapport aux appels d'offres que vous lancez, ceux qui sont infructueux, qui n'ont pas de réponse? Oh, c'est surtout la viande. C'est surtout la viande. Alors, viande de bœuf, c'est bon. Je pense qu'agneau, là, on a trouvé. Et puis, encore aussi, parce qu'on a quelqu'un qui vient de s'installer sur la commune, qui fait de la vente de viande du Jura en bio. Donc, on va essayer qu'il passe un temps par la cantine. Mais c'est vrai que c'est complexe. On a, nous, sur la commune, un producteur de volaille bio, mais il n'a pas eu le marché. Alors qu'on a des critères environnementaux, on essaye de favoriser le local, c'est la réactivité, les emballages, donc vous savez comment ça fonctionne, on a des critères.
malheureusement, voilà, la mise en concurrence dans le cadre d'un marché public, il y a des règles si on veut pas, si on veut y répondre correctement. Michel Dantin. La question que vous soulevez rejoint plus globalement la question des circuits courts et de l'approvisionnement en circuits courts. Je suis maire de Chambéry, on est en plein appel d'offres pour la restauration collective et on a mis des clauses dans le cahier des charges sur la question des circuits courts et de l'approvisionnement en bio. Il me faut, par exemple, le jour où il y a courgettes au menu, 2500 kg de courgettes. Ça veut dire qu'il faut que je trouve le fournisseur qui, au jour J et à l'heure H, me fournira à moi 2500 kg de courgettes. Sauf qu'il aura 2500 kg de courgettes à vendre 3 jours après et 3 jours avant. Et je ne vais pas faire courgettes tous les jours. Donc, passer de la théorie aux actes, ça soulève effectivement des questions très pratiques qui montrent que pour être efficace, nous avons besoin de fonctionner avec un minimum de réseau. Alors ce réseau, eh bien, il peut avoir des formes diverses. Je viens d'apprendre, là, pendant le débat, par un texto, que se mettait en place cette semaine, à Rungis, une halle bio pour la première fois. C'est ce que j'appellerais un bout de la chaîne, ou un maillon de la chaîne. Dans la plupart des départements, les organisations d'agriculteurs biologiques, les chambres d'agriculture, sont en train d'essayer d'organiser des plateformes d'approvisionnement. Mais elles ne pourront pas fonctionner que s'il n'y a qu'un client. Il faut qu'il y ait plusieurs clients qui s'inscrivent dans la démarche, comme il faut qu'il y ait plusieurs fournisseurs d'un même territoire qui veuillent rentrer dans cette démarche-là. Ça vaut pour le bio, ça vaut aussi pour l'approvisionnement de proximité en général. Et on renvoie à la question tout à l'heure, le Jura n'est pas très loin, vous l'avez cité comme exemple pour la viande. Je sais bien que pour un vrai puriste du bio, ça peut paraître loin. Mais vous avez quelque part dit que vous aviez la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui voulait vous fournir. Oui, puis si on veut du comté bio, forcément, c'est là-bas qu'il faut aller chercher. Le nom que M. Ozil cherchait tout à l'heure, c'est d'Ardèche et de Saison. Monsieur Andrieux. Oui, juste un élément de complément. Cette question-là, d'abord, je voulais vous féliciter de l'initiative, pour le moins, mais cette question-là de la restauration collective, qui est aussi un des éléments de discussion au niveau de l'Union, vous savez qu'aujourd'hui, au nom de la subsidiarité, chaque État membre donc est libre d'encourager ou de ne pas encourager. Et nous avons ça à l'ordre du jour. Le Conseil et la Commission ne souhaitent pas introduire dans le règlement la question de la restauration collective, et nous, Parlement, nous souhaitons l'introduire. Mais ça pose d'énormes questions. Au-delà de l'approvisionnement et de l'organisation que vous faites référence, c'est le côté de l'équipement. Parce qu'effectivement, on ne peut pas imaginer, là encore, que tous les produits qui entrent, comment dire, d'un coup d'un seul dans la cuisine, donc, soient des produits issus de l'agriculture biologique. On va être du 70-30, du 80-20, du 50-50. Et donc, du coup, ça pose un problème d'équipement. Il faut qu'il y ait un équipement qui soit destiné à l'agriculture dite conventionnelle, si on va jusqu'au bout, et un équipement qui soit destiné à l'agriculture dite biologique. Donc, du coup, les collectivités, si elles doivent investir, ou les gestionnaires, tout l'équipement, vous savez déjà le coût gros de la cuisine, donc aux normes dans les collectivités, je parle en tant qu'ancien maire, là, on sait ce que ça veut dire, mais ça peut plutôt décourager et avoir l'effet inverse de l'effet attendu. Alors qu'il y a un potentiel, un marché réel, etc., etc. Mais quand on rentre, comme c'est dans les détails que se cachent toujours les diables, quand on rentre dans le détail des textes, on voit bien qu'il faut approfondir la chose. Parce que ce n'est pas sans poser de problème. Alors nous, dans l'intention, je dirais politique, pour l'instant on tient bon, on s'est arc-bouté, je parle du Parlement, sur cette position-là, il faut vraiment travailler sur le domaine de la restauration collective, nonobstant tout ce que vous avez évoqué, en matière d'organisation des réseaux, des masses critiques telles que le décret Michel, sur les plateformes de distribution, etc. Mais ça pose aussi des questions d'investissement et de lourdeur dans la mise en œuvre des équipements. Et donc là, on va voir si la fumée blanche sort de nos discussions, mais c'est un sujet qui n'est pas simple à régler, donc à l'échelle communautaire. Or, si on mène l'impulsion au niveau communautaire, on a bien conscience, ça peut faire avancer aussi dans cette conscience-là. David Permorte. Oui, sur votre question, monsieur le maire,
Alors c'est vrai qu'il y a énormément quand même de dynamiques qui bougent aujourd'hui, hein, et on peut que s'en féliciter. J'en citerai, enfin, simplement quand on pense aux magasins de producteurs donc, qui se développent de plus en plus, hein, où il y a 10, 15 producteurs associés qui se mettent ensemble et qui souvent aussi ont pour vocation, enfin volonté de fournir la restauration collective des communes toutes proches de là où elles se trouvent, parce que du coup il y a déjà la logistique en fait qui est harmonisée sur un petit groupe où également ils se répartissent, par exemple en maraîchage, la notion de production pour avoir quelque chose de régulier à proposer. Donc c'est clair que sur les magasins de producteurs, il y a encore un développement fantastique et faramineux à faire, quoi. C'est vrai que le réseau Corabio là-dessus travaille énormément. Juste sur l'approvisionnement, la difficulté d'approvisionnement en ce qui concerne la viande. Il est clair qu'en France, je pense qu'il y a vraiment eu un choix quand même de favoriser les abattages, les abattoirs industriels, qui est extrêmement dommageable à un développement local et de qualité. C'est complètement ubuesque de dire qu'il faut que les bêtes promènent sur des distances énormes pour arriver sur un outil d'abattage qui n'est absolument pas adapté à nos productions, aux petites fermes travaillant en agriculture biologique. Et très souvent, ou trop souvent, on incrimine l'Europe en disant « Ah, c'est à cause des normes européennes ». Je suis désolé, mais en Autriche, par exemple, il existe d'autres modes d'abattage qui sont agréés aux normes européennes sur des petits volumes, sur même des camions itinérants. Enfin, là-dessus, on a un boulevard à travailler. Et de mon point de vue, c'est vraiment une volonté politique qui nous appartient également au niveau national et pas seulement, disons, impliqué de se réfugier derrière des normes européennes. Voilà. Bien. Bien, en attendant les abattoirs mobiles, d'autres questions? Oui, j'ai une question, Fonassin. Oui, bonjour, Michel Roux, paysan bio dans le coin. Premier constat, la consommation augmente, la production ne suit pas. Donc on veut une agriculture bio au rabais, là je suis contre, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi. On parle de cahier des charges, on parle de normes, mais si on veut que l'agriculture bio progresse, il faut de la recherche agronomique, de la recherche sur des méthodes alternatives, et il n'y a pas de recherche car il n'y a pas de brevet là-dessus. Donc est-ce que l'Europe ne pourrait pas dégager un budget pour de la recherche que ne font pas les centres de recherche normaux puisqu'il n'y a pas de brevet derrière? Et donc, effectivement, pour illustrer le propos, la demande, je crois, ces 10 dernières années a été multipliée par 4 et l'offre seulement par 2, même si la question portait plutôt sur la recherche. Peut-être Mme Rivasi. Écoutez, moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on développe la recherche. Il y a un budget sur la recherche à l'Europe dans le cadre d'Horizon 2020. Et il faudrait qu'on cible tous les projets de recherche, parce que ce n'est pas qu'une histoire de brevet. C'est une histoire qu'il faut des fonds publics pour développer quoi dans la mécanisation, quoi dans la lutte biologique. Parce que quand même, entre nous, regardez l'INRA, pendant des années, l'INRA n'était pas trop branchée agriculture bio, pas très branchée lutte biologique, alors que de plus en plus maintenant, il y a une demande par rapport à la lutte biologique. Et c'est là-dessus qu'on peut apporter un plus. Et pour en revenir à la question précédente, moi j'étais adjointe à la ville de Valence, on a fait aussi la cantine bio, on a expulsé Sodexo, enfin bon, parce qu'ils nous faisaient du bio Sodexo, hein, mais ils nous faisaient du biopétrole. D'ailleurs, le bio venait très loin. Et donc nous, on a dit, on reprend sa régie directe, etc. Mais plus on développera le bio, plus on pourra faire des plateformes. Plus on fera des plateformes, plus on aura un approvisionnement. Là, on est à une phase difficile, parce qu'il n'y a pas assez d'agriculture bio. Moi, quand je regardais les chiffres, je voyais sur les bovins, ça représente que 3% les bovins. Quand on regarde les ovins, 2,8%. Quand on regarde les porcs bio, 0,3%. Donc vous imaginez le peu que ça fait. Et quand on regarde les surfaces agricoles en bio, 5% en moyenne. Alors c'est vrai que nous, on est les meilleurs en ardèche dans la Drôme, hein, je vous l'accorde, en bio. Mais quand même, quand vous regardez sur l'ensemble du territoire français, on est loin du compte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'intérêt de cette réglementation, c'est d'harmoniser, c'est de donner confiance aux consommateurs. Parce que
Pourquoi on fait cette révision? On l'a pas assez dit. C'est que, il y avait des fraudes, il y avait des importations, et il y a des dérogations complètement différentes suivant les pays. Par exemple, sur les semences, en France, on autorise d'utiliser des semences non bio. Parce qu'il y a des semences, par exemple, sur les légumes, on n'a pas que des semences bio. Et bien, dans d'autres pays, c'est plus de 60% en Italie, par exemple, qui sont non bio. Vous voyez, alors qu'en France, c'est de l'ordre de 2 à 3%. Donc, il fallait harmoniser ces dérogations pour que tout le monde s'y retrouve et qu'il y ait une confiance au niveau du consommateur. Et moi, j'espère que cette réglementation, elle va inciter le plus possible à développer le bio. Et puis, personne ne parle de la PAC. Quand même, la PAC, on avait un commissaire bio, hein, on pourrait dire, le commissaire Ciolos. Eh ben, c'est une catastrophe, cette PAC. Le premier pilier, il fait quoi? Il donne de l'argent à des exploitants qui ont énormément d'hectares. Et les exploitants bio, depuis des années, ben, ils ont quoi au premier pilier? Fifrelé. Et le deuxième pilier, qui était il faut verdir la PAC, eh ben, c'est pas des sommes énormes qu'ils obtiennent. Alors après, vous avez un peu le Conseil général qui aide à la certification. Tiens, vous voyez, le Conseil général de la Drôme, les premiers qui veulent se convertir, ben, il y a une aide à la certification. On leur paye les conserves pendant 3 ans, on paye un peu la mécanisation et tout. Mais on est loin de l'aide, par exemple, qui est donnée aux Italiens. Aux Italiens, ils sont à 17% du bio dans l'ensemble de l'Italie. Et nous, en France, à peine 5%. Donc, vous voyez bien qu'après, c'est une volonté politique. Et donc là, vous, citoyens, tout à l'heure, la question, eh bien, il faut pousser vos élus en disant, on veut un vrai ministre de l'agriculture qui développe le bio, l'agrobiologie, la permaculture. Et c'est plus il y aura des aides financières, parce qu'il n'y a quand même pas de raison que le conventionnel, comme vous dites, il touche vachement de subventions de la PAC. Le bio, eh ben, c'est la dernière roue de la charrette. Et en même temps, on sait que sur la santé et sur l'avenir, il faut développer le bio. Alors, où est la cohérence? Monsieur Andrieux, vous avez peut-être un avis un peu plus nuancé. Je me disais, mais à quel moment elle va démarrer, Michel? Je disais, c'est vrai, on attendait, on disait, ça y est, elle va nous le faire, elle va nous la faire. Voilà. C'est pas, non, mais dans l'absolu, je suis d'accord. Mais à part, si vous voulez, c'est quand même, moi je suis aussi un pragmatique et réaliste, c'est qu'on est, on est encore en démocratie. Et qu'en démocratie, ben oui, non, mais il y a des majorités et des oppositions. Je ne sais pas comment c'est chez vous, remarque donc. Hein, et puis à un moment donné, les majorités l'emportent. Et que tout l'art d'une majorité, c'est qu'on a beau être convaincu qu'on a raison, si vous voulez, on a raison quand on a la majorité qui a raison. C'est même d'une démocratie. Et de jeter. Non mais on est d'accord, je partage philosophiquement, c'est pour ça que je dis à Michel, je vais répondre, on va le faire de façon light un petit peu, mais je vais répondre, réagir, bien sûr que je partage les propos de Michel. À part que, on peut pas, et moi je suis assez d'accord sur le fait que la PAC n'est pas allée assez loin, mais là c'est une PAC de transition. Et d'abord, c'est pas juste, il y a 2 piliers, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais on est arrivé à mettre sur le premier pilier de la PAC, il y avait l'aide directe aux agriculteurs, 32%, alors on peut taper dessus, parce qu'on ne peut pas dire du bien de Ciolos d'un côté, il a fait ce qu'il a pu, et je partage ce qui a été dit sur l'ancien commissaire, je ne dirais pas autant du nouveau, et la presse peut s'en saisir, tout il le sait, mais je dirais, on est arrivé quand même, il faut aussi relativiser, à positionner 32% du premier pilier, ce qu'on appelle le verdissement, c'est pas parfait, hein, mais c'est quand même 32% de l'enveloppe sur le verdissement. Alors, d'un côté, les trop disent que c'est pas assez, et ceux qui sont pas assez disent que c'est trop. Vous voyez, donc le problème qu'on risque d'avoir, et là j'en aux agriculteurs, c'est quand même, c'est pas une petite question, dans ce moment-ci de nos discussions, c'est que vous savez que ça manque d'argent public au niveau local et au niveau européen également. Et que là, on est en train de renégocier les budgets et les cadres financiers donc, au niveau européen. Et quand ça manque d'argent public, pour d'autres raisons sociétales, donc on est là pour en débattre, ben on va essayer, parce que les budgets c'est partout pareil, hein, d'essayer de prendre des enveloppes là où les masses sont les plus conséquentes. Quoi. Et le budget de la PAC, même si c'est pas grand-chose, c'est quand même pratiquement 40% du budget de l'Union européenne. Et donc, à force d'entendre critiquer la PAC et le verdissement par les uns, où c'est trop, et par les autres parce que c'est pas assez, le risque qu'on court, mais je dis nous, le risque c'est le monde
des consommateurs et des agriculteurs, finalement, c'est qu'on vient de nous ponctionner cette partie-là de l'enveloppe. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, et là je partage, mais je crois qu'il faut qu'on soit vigilant dans ce qu'on dit, parce qu'effectivement, dans une période de pénurie, il faut qu'on soit prudent dans ce qu'on avance. Alors je pense qu'il faut effectivement, je partage ce qu'a dit Michel, à faire avancer, parce qu'on est de l'ordre presque du culturel, on est de l'ordre donc de l'histoire dans nos pratiques, donc, et on a 28, on avance à 28. C'est pas une petite affaire, quoi. Et effectivement, on l'a dit, les modes de pensée, même sur le lien à l'agriculture, ne sont pas les mêmes, les modes de lien à la consommation ne sont pas les mêmes, et que la beauté de cette construction commune, ben, c'est pas rien, c'est pas simple, c'est vrai, mais je pense qu'il faut y aller, comme ils disent au Parlement, step by step, c'est-à-dire étape par étape, voilà. Et que je pense qu'effectivement, ça nous appartient, l'enjeu de la prochaine réforme sera essentiel. Mais elle sera essentielle et on pourra l'aborder, je suis convaincu, parce que celle-ci de réforme nous a permis quand même, globalement, même si elle d'être parfaite, d'éveiller un certain nombre de consciences. Quoi. Et que ce qui apparaît clairement, c'est qu'on ne pourra pas faire abstraction, comment dire, du volet d'une vision politique dans l'avenir. En gros, c'est, et l'agriculture et l'alimentation, de mon point de vue, sont au cœur de cette problématique-là, c'est à quelle société on aspire, quoi. C'est ça la question qui nous est posée. Et donc il faut, je pense, j'appartiens à cela, repolitiser l'agriculture et l'agroalimentaire, non pas au sens partisan du terme, mais au sens sociétal du terme. Et du coup, si on arrive à répondre à cette question basique de savoir à quelle société on aspire, et si on arrive à faire consensus, c'est pas gagné, on saura répondre à la question à quelle agriculture on aspire. Et là, toutes ces questions qu'on aborde ce soir, qui ne sont pas mineures, donc, hein, ben, il faut qu'on arrive à faire des majorités. Et c'est une question de rotation de culture, c'est une question de plafonnement des crédits. On peut vous en égrener un certain nombre sur lesquels nous avions des idées, certaines d'entre nous, sur la régulation du marché. Michel pourrait bien en parler bien mieux que moi. Sur, bon, voilà, surtout dans des positions de crise comme nous les vivons aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il faut ensuite poser des actes, avancer et faire en sorte que des majorités se dégagent pour mettre en œuvre, quoi. Et c'est ça qui nous appartient de travailler pour essayer de tendre vers ce qui nous paraît être le plus convenable en matière d'agriculture. Bien, enfin, quelle société voulons-nous? Là, je crois qu'il va falloir plusieurs débats.